Donc, bienvenue à tous, aux parents, à la FAPE, bien sûr, aux enseignants, au personnel d'encadrement, aux élèves, bref, à l'ensemble de la communauté éducative. Je me présente, je suis Catherine Bufflet, directrice de la pédagogie et du développement professionnel à la Mission laïque française. Et pour la seconde année, le réseau MLF Monde a choisi de s'adresser d'une seule voix à l'ensemble de la communauté scolaire du réseau, en proposant un cycle de 4 conférences. Donc, ces conférences sont tout spécifiquement adressées aux parents. Pour cette année scolaire 2022-2023, ce cycle de conférences s'intitule « Repenser l'école ensemble ». Il s'agit, au travers de ces rencontres, d'aider les parents à bien saisir ce qui se passe au sein des classes. L'école évolue, les pratiques pédagogiques se modifient et évoluent, se transforment. Les questions de coéducation sont primordiales. Il s'agit finalement de penser l'école tous ensemble. Pour cette deuxième édition du cycle de 4 conférences, l'accent est mis sur le besoin de résilience et d'accompagnement de chaque élève après presque 3 années de scolarisation en conditions, vous le savez bien, conditions sanitaires complexes. Je tiens tout particulièrement à remercier l'équipe de la MLF, que ce soit au siège et sur le terrain, qui a été aux manettes et qui est aux manettes pour ces cycles de conférences. Sans plus tarder, je suis absolument ravie de présenter notre conférencière de renom, Monica Nigoy, que nous remercions très chaleureusement d'ouvrir ce cycle de conférences. La conférence que vous allez entendre s'intitule « How to turn your children on to mathematics ». En d'autres termes, les mathématiques sans larmes ni peur. Voilà, la question est comment engager les élèves dans les mathématiques? Comment, en tant que parent, on peut contribuer à cet engagement? On va parler du plaisir de faire des mathématiques. Alors, qui est Monica Nigoy? En quelques mots, franco-américaine, autrice bilingue à succès, formatrice, conférencière et consultante internationale. Monica Nigoy est docteure en didactique des mathématiques. Elle a enseigné dans le département de mathématiques de l'Université de Georgetown, Washington, où elle a fondé et dirigé un institut de formation continue pour les professeurs. Elle a été directrice de programmes nationaux à la National Science Foundation aux États-Unis. En France, depuis 2014, elle a été membre de la mission mathématique Villani-Torossian et elle a dirigé la collection Maths, méthode de Singapour, une adaptation originale au programme français. Ses livres, comme Planting the Seeds of Algebra and Unpacking Fractions, militent pour une façon innovante et efficace d'enseigner les mathématiques. Alors, cette conférence va durer 40-45 minutes. Vous avez, d'un point de vue pratique, la possibilité d'écouter cette conférence. Alors, en français, ce sera la langue de Monica Nigoy aujourd'hui. La conférence sera en français, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi l'écouter en anglais et en espagnol. Pour cela, vous utilisez le petite icône monde qui apparaît en bas, plutôt vers la droite de Zoom, et vous sélectionnez la langue que vous souhaitez. Vous avez aussi la possibilité de mettre des sous-titres en anglais en allant dans plus, en bas tout à droite de Zoom, et en sélectionnant les sous-titres. À l'issue de cette conférence, il y aura bien sûr un temps d'échange. Donc pour cela, pendant la conférence, vous avez la possibilité de mettre les questions que vous souhaitez dans le chat. Et donc, nous répondrons, Monica Nigoy répondra à vos questions dans ce temps d'échange. Sans plus tarder, donc écoutons ensemble Monica Nigoy, à qui je laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous et merci. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je vais partager mon écran. Voilà. Et
mon diaporama. Voilà. Donc, vous devriez pouvoir voir mon écran, je l'espère. Et donc, ravie, je sais que vous venez un peu de partout. Je vous dis la bienvenue, on a déjà dit, et je suis vraiment, vraiment ravie de... bien sûr, je parle des parents, des professeurs et des enfants, mais j'aime spécialement parler aux parents parce que nous voulons tous le meilleur pour nos enfants et parfois, nous ne nous prenons pas comme il faudrait alors qu'on les aime plus que personne dans le monde. Quelques mots sur mon parcours très vite. La beauté et les mathématiques ont convergé dès le début dans ma vie. J'ai vécu quand j'avais 4-5 ans dans ces îles magnifiques du Pacifique, et mon père faisait des problèmes de maths ludiques sur le sable avec un bâton et faisait alterner ma sœur et moi. Et donc, le plaisir, la beauté, la joie et les maths ont convergé dès le début. Pourquoi dis-je cela? Parce que on oublie que les mathématiques et les émotions sont liées. Et donc, on se souvient très bien de choses avec lesquelles on a eu beaucoup de plaisir. Si c'est le contraire, les peurs et les larmes, alors on a un sentiment négatif, non? Voilà pourquoi je le dis. Du CP, alors que je suis américaine, bon, française par alliance, mais je suis américaine, du CP au baccalauréat, j'ai fait dans le système français, en Asie, puis en Amérique, mais mes études universitaires jusqu'au doctorat étaient en Amérique. Mon parcours d'enseignante a commencé, vous avez entendu, à Georgetown University. Ensuite, j'ai fait plein de choses. Et depuis 2004, donc ça fait 18 ans que je suis indépendante et que je travaille dans 3 continents et je vous parle de Paris. Et donc, je fais des conférences, des formations, j'écris des livres en anglais pour les profs et les parents, en français pour les élèves et les profs, des jeux mathématiques, des vidéos et la méthode de Singapour. Je suis connue pour ça en France parce que je suis venue pour faire ça et je vous parle de Paris. Donc, tous ces efforts, que ce soit des formations pour les professeurs, les 2 dernières semaines ont été chargées de formation, que ce soit des conférences pour les parents, que ce soit dans une classe, alors que je n'ai pas été prof primaire, je vais toujours dans les classes, travailler avec les professeurs parce que c'est les questions des professeurs, des parents et des profs qui inspirent les chapitres de mes livres. Quelle que soit la langue, quel que soit mon public, c'est pour vraiment insuffler l'amour pour les maths. Nous leur disons que les maths sont partout, qu'ils sont importants, mais ils doivent, à leur âge, que ce soit 6 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils doivent voir cette beauté, cette force, cette ubiquité maintenant. Parce que si j'ai 6 ans et on me dit que quand je serai grande, je dois connaître les maths pour réussir dans la vie, ils ne sentent pas, ils n'ont pas la sensation, le concept de la durée. Donc, c'est maintenant qui est important. Donc, il faut les fasciner, les émerveiller, les surprendre. Oui, c'est un arbre, mais tout dépend de quel angle on regarde. C'est vrai dans tout dans la vie. Quel point de vue? Les enchanter, les émerveiller, les étonner. Ça, c'est à Petra, dans la Jordanie. Et regardez la taille des gens, et ça a été taillé de la pierre il y a 2000 ans. Fascinant. Les maths, pour beaucoup d'élèves pensent que quand ils quittent l'école, c'est la fin. Je ferme la porte à cette horrible chose ancienne qui n'a rien à voir avec ma vie, alors que ce que je voudrais, que ça soit excitant, lumineux, infini et que la porte s'ouvre. Alors, je ne veux pas dire que je veux que tous les enfants soient mathématiciens. Bien sûr que non, mais je veux qu'ils réussissent en tout ce qu'ils veulent, parce que chacun trouve son bonheur s'il fait le métier ou la profession qu'il aime avec passion. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Et malheureusement, quel que soit le pays, on est toujours testé à la fin du primaire, à la fin du secondaire, à l'université, en la langue et les maths. Donc, les mathématiques sont souvent ce critère qui sépare ceux qui peuvent de ceux qui ne peuvent pas. Et je ne connais trop d'adultes, pardon, qui ont été frustrés parce qu'à cause des maths, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Donc, pas seulement je veux qu'ils réussissent dans leur choix de profession, mais je veux aussi qu'ils aiment les maths maintenant. Nous savons que les enfants viennent à nous très jeunes, avides de curiosité, avides de découvertes, avec plein de questions. Ils aiment les nombres, ils aiment compter, ils aiment
le calcul, c'est magique de combiner deux nombres et d'obtenir un nombre plus grand. Ils aiment aussi les formes en 2D, en 3D. Ils jouent avec les Legos, les cubes, les constructions. Donc ça, c'est la géométrie. Et dans l'histoire des mathématiques, l'arithmétique, donc le nombre et le calcul, et la géométrie se sont mariés, entre guillemets, pour créer et donner naissance à l'algèbre. Donc, nos enfants, et nous le savons dans les neurosciences aujourd'hui, dans les études, qu'ils ont la capacité de faire. Mais il y a quelque chose que nous faisons ou que nous ne faisons pas, parents, professeurs et adultes autour d'eux, qui fait qu'arrivés en terminale, hormis un petit groupe d'élèves, la plupart ne veulent plus entendre parler de maths. Ils sont frustrés, ils sont humiliés, ils sont fâchés et ils abandonnent. Et c'est triste. Et je trouve que c'est un crime intellectuel parce qu'on leur prive de plein de beauté et de joie. Alvaro a expliqué que c'est un médaillé Fields, moins connu peut-être en France que, attendez, je vais changer ça, peut-être moins connu que Cédric Villani, mais il est aussi brillant. Et il dit que lui, il a découvert et aimé les maths grâce à un professeur qui a enseigné les maths pour le faire rêver. Il dit que c'est ça qui manque et je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on fasse une aventure des mathématiques, comme nous ouvrons un livre, un album, une histoire, et on s'aventure dans l'histoire ensemble. Faites ça avec les mathématiques. Allez, cette année, on va s'aventurer, on va faire un voyage. Et comme on voyage, on rencontre des montagnes, et des lacs et des ruisseaux, des vallées et des glaciers. En mathématiques, on va rencontrer plein de choses. Et émerveillons-nous ensemble, découvrons ensemble comme un jeu, comme une découverte. Ah non, je n'avais pas cliqué. Voilà, on n'enseigne pas de façon à faire rêver. Donc, quelques conseils. D'abord, une inscription, on dirait quelqu'un veut rentrer. Attendez, ok. J'essaie de voir le haut de mon écran. Ok, donc, la bosse des maths, c'est quelque chose de c'est dans notre langage, ça vient d'une pseudo-science où on pensait au 19e siècle qu'il y avait des régions du cerveau qui correspondaient à des capacités, c'était relié bien sûr à notre personnalité, tout ça. Donc, c'est vraiment parce qu'au début, on pensait qu'il y avait une petite bosse quelque part et c'est resté comme une expression figurée pour dire le don des maths. Eh bien, ça a été complètement démystifié. Je donne un exemple de livre qui est très intéressant à lire, et vous connaissez Stanislas Dehaene, je suis sûre. Il est le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, donc j'ai l'occasion de travailler avec lui lorsque je fais du consulting pour les différents groupes de travail pour le conseil scientifique. Et il a écrit ce livre, il a écrit une nouvelle version 15 ans après, pour justement montrer qu'il n'y a pas que le cerveau des mathématiciens, comme les cerveaux des bons élèves en maths, sont comme les cerveaux de tous les enfants. On a tous la capacité, on a tous des aires du cerveau, on appelle ça les aires, les régions du cerveau, où on fait le calcul, où on fait l'algèbre, où on fait la géométrie, où on verbalise. On a des différentes aires. Et on voit ça aujourd'hui dans les recherches, parce qu'il y a des aires qui s'animent, qui sont en activité quand nous faisons différentes choses. Un autre aspect qui est aussi lié à cela, au premier aspect d'avoir la base ou pas d'avoir la base, c'est qu'on distingue, on fait une dichotomie très néfaste. On dit aux élèves très jeunes, tu es matheux ou tu es littéraire. Et on dit de nous-mêmes, je suis matheuse ou j'étais littéraire. Il faut arrêter cette dichotomie parce que nous le savons bien, les mathématiciens, les scientifiques, les physiciens, etc., ont tous souvent aussi la capacité d'être artistes. On sait à la Renaissance, on appelle en anglais Renaissance Man et Renaissance Woman, des gens qui sont aussi bien écrivains que mathématiciens ou philosophes et scientifiques. Les deux hémisphères du cerveau ne sont pas séparés de façon exclusive. La membrane est pénétrable. Donc, moi, j'adore les maths, mais j'aime aussi la littérature, les langues, le théâtre, la danse. On est tous doués
On peut faire beaucoup de choses. Donc, si on est bon en littérature, si on est bon en langage, les filles, par exemple, sont un peu plus vite à lire, sont très verbales, elles aiment verbaliser. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes en maths. Au contraire, parce qu'en mathématiques, on doit pouvoir lire les consignes d'un problème. On doit pouvoir raisonner, expliquer, communiquer. Tout ça, c'est utiliser la langue. Les maths, ce n'est pas seulement des chiffres froids, distants et secs, des symboles. C'est toute une activité humaine que je vais décrire. À la mission maths, c'est un document que vous pouvez télécharger qui est gratuit en ligne. C'est le rapport que la mission maths, j'ai été honorée de faire partie, il y avait 18 spécialistes en France, que le ministre a organisé et Cédric Villani et Charles Torossion étaient à la tête. Et donc, pendant des mois, on a auditionné des gens de la société française pour poser la même question. Pourquoi avons-nous les meilleurs mathématiciens du monde alors qu'on a des élèves qui, depuis quelques décennies, ne font pas si bien, alors qu'on pourrait être les meilleurs? Eh bien, un exemple, c'est qu'on a trop souvent entendu des enfants qui disent « je suis nul en maths ». Ça vient trop tôt, ça vient trop vite, alors qu'ils sont encore au primaire et ils n'ont même pas encore découvert les vraies mathématiques. Et ça s'applique à nous aussi, parce que nous, en tant que parents, c'est très important de ne pas dire, par exemple, beaucoup de mamans me disent, je dis, va voir papa pour les mathématiques parce que moi, je n'étais pas bonne. Non, non et non. Ça, c'est un non. Parce qu'alors, ça donne le droit à la fille de façon subliminale, inconsciente, implicite. J'ai le droit de ne pas être bonne parce que maman n'est pas bonne aussi. Ou c'est papa qui dit ça. Va voir maman pour les maths parce que moi, je suis littéraire. Alors, l'enfant pense qu'il doit être l'un ou l'autre. Ils aiment s'identifier à leurs parents quand ils sont petits. Donc, il faut aimer les maths ensemble. Et on sait aussi des recherches que les parents, si on a des angoisses de mathématiques, ça passe aux enfants. C'est contagieux. Il y a une étude qui a été faite avec des mamans et des enfants en Amérique et ça m'a beaucoup marqué parce que les profs qui disent « Ah, mais moi, je cache aux élèves que je n'aimais pas les maths. » Mais non, l'enfant le sent. Il le ressent parce qu'on dit, parce qu'on fait, par les réactions qu'on a. Il ne faut pas essayer de reproduire ce que fait le prof ou la prof. Laissons le prof comme le pédagogue, laissons la classe à l'école et faisons autre chose. Donc, on n'est ni le prof, on n'est ni l'école. On va compléter, on va faire d'autres choses. On va rendre vivants les mathématiques. On va les rendre ludiques, amusants et actifs pour que tout le monde participe. Et surtout, ne rendons pas les devoirs un moment de pleurs et de peur et de stress et d'angoisse. Parce qu'alors, il y a le mur qui se forme entre vous, parce que les maths, c'est « Ah, maman veut ou papa veut que je fasse bien, que j'ai des bonnes notes, alors que j'en ai pas. » Alors, tout le monde est fâché et tout le monde pleure. Et puis, vous savez le reste. Et ça, je le sais parce que je donne beaucoup de conférences à des parents dans beaucoup d'écoles, soit en France, soit à l'étranger, en Espagne, au Qatar, etc. J'appelle toujours ça Parent Math Academy parce que je sais qu'ils me disent, alors c'est peut-être pas vous, mais ils me disent souvent, les séances le soir, quand on fait des devoirs de maths, ça se termine en pleurs. Et c'est vraiment, voilà, on a parlé au début des émotions, du cerveau limbique, où sont nos émotions, eh bien les émotions, les apprentissages sont liés. Donc, essayons d'associer avec les mathématiques les émotions positives. Sinon, les maths, c'est la souffrance, c'est la torture. Et je mets ces mots, vous souriez peut-être, mais j'étais à Royan, l'Académie de Poitiers, la semaine dernière, et j'ai parlé de la beauté des maths un soir, et la directrice était là, je ne savais pas que c'était la directrice. Je demande, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici parce qu'ils aimeraient changer leur opinion? Et il y a eu des mains qui sont levées, et une dame a dit, pour moi, c'était la torture. Et puis, j'ai fait la conférence, et à la fin, elle m'a dit qu'elle était proviseure, et que voilà, elle a découvert les maths tard dans sa vie, mais pendant la scolarité, c'était la torture. Donc, je mets ces mots qui ne sont pas les miens, mais qu'on me dit. Un autre truc très important, c'est la confiance. Il faut donner la confiance à l'élève. Ce livre par Álvaro Bilbao est très bien et il explique beaucoup de choses, dont la confiance en soi. Et il a même une formule qui dit que la confiance en soi de l'élève est le carré
de la confiance du parent en l'élève. Donc, si vous, après ces erreurs, parce que les erreurs sont des outils d'apprentissage, c'est pas grave si j'ai fait faux, c'est même très bien parce que si j'ai fait une erreur, alors j'apprends. Parce que si je fais pas d'erreur, j'apprends moins. Il y a plus de synapses dans le cerveau qui se créent quand on fait une erreur parce qu'on est plus curieux d'apprendre ce que j'ai fait faux. Donc, célébrez les erreurs comme des outils d'apprentissage. Et une fois que l'élève a compris, votre enfant a compris, il fait juste maintenant, ne le condamnez pas en lui disant, je suis sûre que vous ne le faites pas, mais souvent on le dit, tu ne vas jamais réussir, tu n'es pas bon, tu ne vas pas y arriver, que ce soit n'importe quel adulte qui dit ça. C'est le contraire qu'il faut dire. Il faut que les profs et les parents disent, si tu travailles, si tu fais des efforts, tu vas réussir. Parce que tout enfant peut réussir. Voilà. Sur les mathématiques du scolaire. Donc, la confiance que vous leur montrez en eux, bien sûr, ils doivent travailler, bien sûr, ils doivent fournir des efforts, bien sûr, mais ils sont capables et ils doivent le sentir de chez vous. Alors, ça, c'est des choses à ne pas faire. Et je n'aime pas parler trop du négatif, j'aime surtout parler du positif. Donc, quelles sont les choses? Eh bien, nous sommes des êtres qui adorons les histoires. Jean-Paul Sartre l'a très bien dit et tout le monde le dit. Et une fois, il y a longtemps, on m'a dit, quelqu'un m'a dit, les PowerPoint, les présentations qui marchent très bien, c'est lorsqu'on raconte des histoires. Et c'est vrai, nous aimons entendre des histoires. Donc, les histoires des mathématiques, les histoires des mathématiciens sont fascinants. Les mathématiques ne sont pas descendues du ciel sur les tablettes de Moïse, passées de Dieu à nous. C'est ça que pensent les enfants, que c'est quelque chose de fixe, de immuable, de éternel. Eh bien non, c'est l'évolution de millénaires, de plein de civilisations desquelles on a hérité des merveilles. Et donc, dans la scolarité de l'enfant, depuis le CP, enfin depuis la maternelle jusqu'à la terminale, en fait, ils revivent sur une autre échelle très différente l'histoire des mathématiques. Ça commence avec les nombres, et puis il y a la géométrie, et puis il y a l'algèbre, et puis il y a le calcul différentiel. Donc, raconter des histoires. Alors, par exemple, si vous avez une petite fille qui n'aime pas les maths, malheureusement, vous le savez très bien, les filles ont été exclues des mathématiques, dont Sophie Germain, qui était une Française brillantissime en mathématiques, un génie, et qui devait publier sous un nom d'homme parce qu'elle n'avait pas le droit. Les parents ne leur permettaient pas, alors qu'elle était avide de mathématiques. Lisez, vous pouvez trouver tout ça en ligne, vous pouvez acheter des livres, vous pouvez voir des vidéos. Donc, elle a tellement voulu faire des maths qu'elle a publié ses recherches pendant longtemps sous le nom d'un homme. Donc, imaginez un moment dans l'histoire où on voulait faire et les parents ne laissaient pas. C'est incroyable. Et aujourd'hui, tout le monde peut faire et on ne veut pas faire. L'histoire de Benjamin Banneker, il vient de Baltimore et moi j'étais élevée au Maryland et puis j'ai vécu en Virginie lorsque j'étais aux États-Unis. Je suis en Europe depuis 10 ans, mais je suis de Washington, donc je connais bien, il est connu, je ne le connais pas, mais je veux dire, il est un héros. Donc l'histoire de ce jeune homme, comment il a allé lire, comment il a découvert tout seul, il a créé une horloge en bois, tout jeune, toutes les choses qu'il a créées. Et cette femme mathématique qui a été la première femme à recevoir le prix Nobel, alors il n'y a pas de prix Nobel en maths, c'est une médaille Fields. Elle était la première femme à recevoir et malheureusement, elle est morte tout de suite après. Elle est iranienne. Donc, cherchez le pays d'où vous êtes et cherchez en ligne les fameuses mathématiciennes ou fameux mathématiciens de pays X et donnez un visage plus humain en mathématiques. Racontez l'histoire de Leonardo de Pisa si vous êtes en Italie et avec ces fameux, parce que Filius Bonacci veut dire le fils de Bonacci. Et donc, les nombres de Fibonacci, j'ai oublié le S à nombre, excusez-moi, les fameux nombres de Fibonacci, vous avez peut-être entendu parler. Et sinon, cherchez
découvrir avec eux. Ils adorent apprendre avec vous au lieu de penser que vous savez tout et ils ne savent rien. Faites comme si vous ne savez pas et cherchez les nombres de Fibonacci. Vous les voyez. Il suffit de savoir 1 et de savoir l'addition. Donc, j'additionne deux nombres, les deux premiers, j'obtiens le troisième. J'ajoute le deuxième et le troisième, j'obtiens le quatrième et ainsi de suite. Et ces nombres sont trouvés partout. On les trouve dans ces beaux coquillages. Vous pouvez découvrir ça, la spirale du coquillage et voir comment ils sont liés au nombre. C'est très facile, c'est très visuel. Comment on les trouve dans les spirales des pommes de pin, si on les compte dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, on trouve les nombres de Fibonacci. Dans les fleurs du tournesol, si on compte les spirales dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans les sens opposés des aiguilles d'une montre, sens contraire, pardon, vous trouvez des nombres de Fibonacci. Il suffit de compter, c'est des nombres, mais ça, c'est des nombres dans notre monde, dans notre corps, partout. Et même dans les ananas, là, on a 3 genres de spirales dans différentes inclinaisons et vous trouvez 5, 8 et 13. Alors peut-être ce n'est pas parfait partout, mais très souvent. Et même dans le brocoli de Romano. Racontez si vous êtes au Moyen-Orient, si vous êtes, ça dépend, si vous êtes en Iran, l'ancienne Perse, racontez de Al-Khwarizmi, c'est fascinant son histoire. Il est le père de l'algèbre. Il a, si vous avez des enfants, je sais qu'on a des parents d'enfants de tous les âges, donc j'ai mis des exemples de lycée, de collège et de primaire. Il a écrit le premier livre sur les équations du premier et du second degré. Et toujours à l'époque, on rendait ça visuel, concret, géométrique. Raconter l'histoire de Descartes, comment dans son rêve, il a vu le plan cartésien. Et pour toujours, à partir de ce plan cartésien qui a complètement bouleversé les mathématiques, les objets géométriques comme une droite, une parabole, un cercle, qui sont des objets dans le plan ou une surface ou une sphère dans l'espace de 3D, qui sont en fait des éléments géométriques, ont depuis Descartes des formules algébriques qui ont des signes égaux avec des x, des x, y et des nombres. C'est fascinant. C'est un rêve qu'il a eu. Plein d'autres. L'histoire comment il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas... Et Newton et Leibniz, dans 2 coins d'Europe, en même temps, découvraient le calcul intégral et différentiel qu'on enseigne au lycée. Voilà. Donc, des histoires racontées, chercher encore d'autres, des histoires fascinantes. Et il y a des livres sur ça. Le calcul, alors les noms des nombres. Calculus vient du latin. Ça voulait dire des petits cailloux, parce qu'on compte avec des cailloux. Et toute civilisation a compté, parce qu'il fallait compter pour ne pas perdre son bétail. Si on allait dehors pour faire paître les chèvres ou les vaches, à la fin de la journée, il fallait les rassembler, donc il fallait les compter. Donc, on a commencé avec des cailloux. Et le mot calcul vient de là. Le nom chiffre, il vient de chiffre, de l'arabe, je ne sais pas bien le dire. Le nom zéro a été une transformation de chiffre qui donnait cifro en latin, en espagnol, parce que vous savez que c'est revenu en Europe à travers l'Espagne à la Renaissance. Et on a le mot zéro. Algorithme vient de algorithme, et qu'on vient de voir, que je dis très mal, je massacre son nom, je sais. Mais son nom a été latinisé et est devenu algorithme. Et puis même le mot algèbre, on le lui doit, parce que son livre, qui est un livre sur la résolution d'équations algébriques, avait le verbe algebr qui a donné algèbre. Donc vous voyez, tous ces mots qu'on utilise, cherchez l'étymologie, j'adore, parce que comme je parle différentes langues, mon mari est français, je suis américaine, je parle l'espagnol, le roumain, etc. J'aime le latin, j'ai étudié le latin, j'aime chercher d'où vient ce mot, parce qu'il y a du sens, il y a de la vie, il y a de la vie dans les mots. Ils viennent souvent d'histoires intéressantes. Tout ça, c'est pour donner la vie aux maths. Le crible d'Ératosthène, je suis sûre que vous connaissez ce crible. Donc, vous faites le tableau des 100 premiers nombres et vous excluez 1 parce qu'un nombre premier, c'est tout nombre qui a exactement 2 diviseurs. Et c'est Ératosthène qui a créé ce crible pour
pour conserver, pour trouver tous les nombres premiers. C'est facile à faire si vous avez un enfant un peu plus âgé, peut-être fin du primaire, début du secondaire. Cherchez Crible de Eratosthène. Comment a-t-il trouvé les nombres premiers de 1 à 100? Mais il a aussi fait autre chose encore plus intéressant. Il a calculé la circonférence de la Terre en calculant, en estimant la distance entre Alexandrie et Sienne, qui est aujourd'hui Assouan. Alors, je vous donne cet exemple, pas pour comprendre mes slides, ne les lisez pas, ce n'est pas important, mais pour chercher en ligne, parce qu'il y a des vidéos en anglais, en français sur cette belle histoire. Comment Ératosthène a calculé. Donc, très vite, c'était avec le jeu des ombres à Sienne et à Assouan. Et donc, il a vu l'ombre avec le phare d'Alexandrie. Il a utilisé les mathématiques de 5e et a montré que cet angle ici et cet angle ici, ce n'est pas du tout dessiné à l'échelle, hein, sont des angles alternes et internes égaux. Et donc, il a pu calculer cette distance entre ces deux villes. Comment a-t-il fait? Eh bien, il a engagé un pématiste. C'est un homme qui faisait marcher les chameaux. Les chameaux marchent d'une façon régulière et il a pu estimer que la distance entre ici et ici, qu'on savait qui était un 50e de la circonférence de la Terre à cause de l'angle, avait une certaine distance, il a ensuite multiplié par 50. Tout ça, si ce n'est pas compris, ce n'est pas grave. Je ne veux pas que vous le compreniez maintenant. Je veux que vous alliez chercher, parce qu'elle est une belle histoire, parce que ça veut dire qu'il y a plus de 2000 ans, ou à peu près 2000 ans, on va dire, quelqu'un, sans aucune technologie qu'on a aujourd'hui, a calculé cette circonférence de la Terre avec une erreur de à peu près 500 km et pas plus. Et donc, on en a fait des vidéos, il y a des histoires, racontez-le. Un homme brillant. Faites lire des livres, allez aux expos, allez voir des films, allez à des spectacles et jouer des jeux. Il y a bien plus de choses. Et je n'ai pas des heures et des heures à vous donner des exemples, mais il y en a plein parce que de plus en plus en France, on essaie, et comme tous les pays, on essaie de créer des jeux, de faire des vidéos, d'écrire des livres, de faire des films sur les histoires des mathématiciens et des mathématiciennes. Allez avec eux découvrir sous cette forme, qui n'est pas la forme de la classe, qui n'est pas l'écriture avec des symboles sur un cahier. Faites vivre les maths. Explorez des paradoxes. Donc, vous cherchez en ligne des vidéos, des images et vous cherchez des paradoxes. Je vais vous donner cet exemple à la fin, comme ça vous pouvez le chercher. Un paradoxe connu, c'est vous prenez 8 par 8, vous demandez combien de petits carrés il y a. Alors, s'ils savent l'air, ils vont dire 66 cm au carré. S'ils sont plus jeunes, ils vont dire 66 petits carrés, 64, parce qu'il y a 8 rangées de 8. OK. On coupe, ça vient d'une petite vidéo que j'ai trouvée en coréen, c'est pour ça que c'est des symboles qu'on ne reconnaît pas, mais ce n'est pas grave. On coupe en 4 parties. Vous pouvez le faire avec eux sur un papier quadrillé. Vous coupez en 4 morceaux et ces 4 morceaux sont réarrangés. On fait 3 coupes, vous voyez, une coupe ici, une coupe là et une coupe là. On réarrange et on voit qu'on fait un rectangle qui a maintenant 5 et 13. Tout le monde peut compter ça. Je n'ai pas besoin d'avoir 20 ans pour compter ça. Et je vois que j'ai 4 morceaux, je les réarrange différemment et j'ai un autre nombre, je crois. Donc, est-ce que 66, 64 et 65 sont égaux? Eh bien non. Voilà un paradoxe. Paradoxe, c'est quelque chose qui me semble incongru, invraisemblable, mais qui a une explication. Et donc, vous pouvez trouver ça. Je ne veux pas vous dire la réponse. Vous cherchez les paradoxes du carré supplémentaire parce qu'elle a... Et il y a aussi une autre façon de couper qui va vous montrer 63. On peut réarranger les 4 morceaux pour avoir 63 petits carrés. Donc, vous cherchez le paradoxe du carré manquant. Et vous cherchez d'autres paradoxes ou énigmes mathématiques et vous les résolvez ensemble parce qu'ils sont ludiques. Vous ne regardez pas la solution, comme ça, chacun essaie dans la famille et ça devient un projet de famille. Alors, puisque vous êtes en train de
Je sais que vous voulez savoir, donc ça, je vais vous le dire. Une explication, c'est que quand on regarde de près, les deux ne sont pas complètement alignés. Donc, cette pente ici et cette pente ici sont infinitésimement différentes. Ce qui fait qu'il y a un petit espace ici, il y a un quadrilatère très, très, très allongé qui vaut 1 cm3. Et c'est ça qui explique. Et peut-être ils le verront, parce qu'ils verront, ils diront, maman, papa, quand je mets les morceaux ensemble du papier quadrillé qu'ils ont coupé, les 4 morceaux, ça colle pas bien. Et donc, on réfléchit et on regarde et on comprend. Donc, c'est une bonne exploration pour un élève, par exemple, de 3e, si on veut aller plus loin et regarder la pente d'une droite et calculer les 2 pentes. Mais on peut apprécier ce paradoxe même si on n'a pas en 3e. Un autre énigme que toute la famille peut faire parce que c'est tellement simple d'expliquer. Donc, on imagine qu'on a une corde autour de la Terre et on sait que la circonférence, c'est 40 000 kilomètres. Allez, on va donner ça. Eh bien, on va dire, imaginez qu'on veut rallonger cette corde tout autour et qu'on veut la rallonger, c'est-à-dire on veut la soulever de 1 mètre tout autour de la Terre. D'accord? Donc, imaginez ça. Donc, on fait un dessin de la corde autour de la Terre, qui est le premier cercle. Et le deuxième cercle, c'est ce qu'on veut. On veut que ça soit mou et que ça soit partout à une hauteur de 1 mètre. 1 mètre, c'est beaucoup, hein? Et la circonférence, c'est 40 mètres. Et on demande, la question, c'est de combien de mètres crois-tu qu'il faut rallonger la corde qui va autour? Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de penser, mais il y a des gens qui disent des grands nombres et les enfants aussi. Je ne vais pas vous dire la réponse de cela parce que je veux vraiment que vous alliez chercher. Et ça, c'est circonférence, c'est longueur, c'est non seul, c'est mettre en action, mettre en application des concepts qu'on apprend, mais de façon ludique. Donc, je ne vous donne pas la réponse, mais vous allez être épaté par la réponse et le calcul à faire est tout simple. Allez, j'espère que je ne l'ai pas dit. OK, je ne l'ai pas dit. D'autres situations à la maison. Il y a plein d'événements qui se passent et dont on peut faire des mathématiques. Alors, vous connaissez les événements d'anniversaire, de Noël, de n'importe quoi. Vous avez 6 personnes, 8 personnes, 10 personnes, 11. Maintenant que le COVID peut-être va nous quitter, je ne suis pas sûre, il y aura peut-être, mais c'est pas grave, ça peut mettre 3, 4 personnes. Et vous faites, comment on dit, on trinque, hein, clink les verres. Eh bien, s'il y a 4 personnes, 5 personnes, on se dit, si tous les 2 personnes, chaque paire de personnes va trinquer, combien de fois fait-on un son? Bing! Combien? Alors ça, c'est un magnifique problème parce que chaque personne de la famille va faire un croquis, un dessin différemment. Il y a un qui va peut-être faire des points autour d'un cercle et va dire, voilà, j'ai 6 points pour les personnes. Et va tracer des traits, des lignes droites pour connecter les points et va compter. Et ça, c'est quoi? C'est la géométrie avec les diagonales. Quelqu'un d'autre va faire un tableau. Quelqu'un d'autre va dire, allez, on va faire une mise en œuvre, mise en action, on va faire mise en scène. Mettez-vous, alignez-vous les 5 personnes, les 6, allez, disons 6. Première personne, venez ici. Et vous trinquez avec les 5 autres. On note 5. Il va s'asseoir. On prend la deuxième personne. Il va noter avec les 4 autres, etc. Et puis les 3 autres. Et puis tout le monde va trouver. On n'a pas besoin de formules. On a besoin de réfléchir, d'échanger, de verbaliser, de faire des dessins et de penser différemment de façon à que chacun converge et voit, moi j'ai fait un tableau, moi j'ai fait un dessin, moi j'ai utilisé une formule parce que je suis un parent et je sais utiliser l'algèbre. C'est magnifique comme problème. Des situations plus simples. Je suis maman, je suis papa et je demande à ma petite ou mon petit d'aller poser la table. Eh bien, c'est leur tour. Eh bien, vous faites combien de cuillères, combien de fourchettes? C'est la multiplication. Après, un set, cuillère, fourchette et couteau, ça fait 3. Donc, pour chaque personne, il y a 3. C'est la pensée multiplicative qui s'instaure. Pour une personne, c'est 3 ustensiles. Pour 2 personnes, ce sera 6. C'est des groupes de 3. Donc, ça, c'est la multiplication et il faut la cultiver dès le début. Et ça peut être plus compliqué si vous voulez multiplier par 3, par 4, par 5, par 6. Ce n'est plus le cas que l'enfant est un seau vide et que nous le remplissons et que nous leur disons, viens que je te montre, viens que je t'explique, viens, je fais pour toi. Ils ont beaucoup de connaissances, ils viennent à vous ils ont appris dans les livres, ils ont appris
dans la vidéo. Et donc, vous devez construire avec eux, vous devez faire verbaliser pour échanger, faire une danse entre vous et eux pour construire ensemble. Les programmes dans tous les pays, vous les connaissez. Ça, c'est au cycle 1, ça, c'est au cycle 2 et 3, et ça devient encore plus compliqué après. Mais qu'est-ce que je veux dire avec ce dessin? Je veux que vous pensiez aux mathématiques, pas seulement en tant que continu, mais en tant que toutes ces compétences cognitives de plus haut niveau, qui sont des verbes d'action physique et mentale, à travers lesquels les enfants interagissent avec les mathématiques. Et c'est ça votre rôle, de faire réfléchir, de faire justifier, de faire communiquer, pas en disant c'est faux et c'est pas juste, mais en écoutant et en construisant de façon bienveillante avec eux. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire connaître un nombre? Souvent, ça veut dire, pour un enfant, ça veut dire savoir l'écrire en chiffres et en lettres, et puis savoir le dire, le son, d'accord? Mais en fait, c'est bien plus. C'est savoir toutes les combinaisons de deux nombres, ou les combinaisons de 3 ou 4 nombres, parce que 1 plus 2 plus 3 plus 4 aussi donne 10. Donc, les décompositions et les compositions additives, jouer avec les nombres. Mais on n'a pas seulement les décompositions additives, on peut avoir aussi les décompositions multiplicatives. Jouer avec les nombres. Est-ce que je peux faire des groupes égaux? Oui, je peux faire 2 groupes de 5, 5 groupes de 2, des groupes de 1, un groupe de 10. Ça, c'est le début de la multiplication, même si j'ai 6 ans. Je dois avoir 10 dans ma vie, 10 doigts, 10 œufs, 10 heures, un domino de 10. Je vois peut-être les nombres triangulaires. Aller chercher ça, c'est une autre aventure qu'on peut faire avec eux. C'est visible, visuel, c'est lié à la science. Chercher les nombres triangulaires, ça date depuis les Grecs. 10, c'est un nombre triangulaire, mais il est aussi un nombre pyramidal. Les pyramides, on peut les construire avec des oranges, comme au magasin, et on empile des pyramides, etc., etc. Et je ne vous ai encore rien dit sur 10. Je veux qu'on déconstruise le mythe qu'on progresse en augmentant les nombres. On peut découvrir des propriétés de nombres en restant avec des petits nombres. 10 est aussi le premier groupement qu'on fait dans notre système décimal. Je groupe 10 unités pour faire une dizaine, 10 dizaines pour une centaine, 10 centaines pour un millier, et ainsi de suite jusqu'au 1000, jusqu'au million, jusqu'au milliard. Ce procédé récurrent donne sens à notre système décimal, parce qu'on fait des groupes de 10, parce qu'on a 10 doigts. Connaître une fraction, c'est pareil, ce n'est pas seulement un gâteau qu'on coupe en 4 et qu'on en mange 3 parts. Ça, c'est une représentation, un sens. Mais c'est peut-être aussi, si j'ai 20 personnes, un quart, 3 quarts de 20, c'est 15. C'est peut-être 3 quarts d'un kilomètre que j'ai couru, une mesure. J'ai peut-être 3 gâteaux que je partage en 4 personnes. Excellent exercice à faire avec vos enfants. Coupez 3 gâteaux, ou si vous ne voulez pas prendre les vrais gâteaux, faites 3 disques en papier et vous êtes 4 autour de la table. Faites faire ça parce que même à 5 ans, ils peuvent le faire. Ils ont des idées. Ils vont couper chaque gâteau en 4 et distribuer. Ils vont trouver que chacun reçoit quoi? 3, un quart. Et ça donne 3 quarts. C'est un opérateur. C'est un nombre qui vit sur la droite numérique. C'est un rapport. J'ai 3 adultes pour 4 enfants dans ce pique-nique de 100 personnes. C'est un pourcentage, 75%. C'est une probabilité, c'est un taux, c'est un rapport, etc. Et tout ce qui n'est pas rayé en rouge peut être fait même avec les petits. Les rouges, c'est le collège et le lycée. Donc, connaître un nombre, c'est quoi? C'est connaître le mot, savoir l'écrire en lettres et en chiffres, le représenter, savoir le comparer additivement et multiplicativement, savoir le combiner avec d'autres nombres, avec les opérations, c'est le combiner avec l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, c'est identifier l'utilisation de ce nombre dans notre quotidien, c'est connaître les propriétés. Est-ce qu'il est pair? Est-ce qu'il est impair? Voilà. Est-ce qu'il est composé? Est-ce qu'il est premier? Voilà. Voilà. Et bien d'autres choses. Donc, vous pouvez à chaque âge de l'enfant augmenter des connaissances sur ce même nombre, 10, 12 ou 20. Donc ça vient d'un de mes livres qui s'appelle
c'est cultiver la pensée algébrique, c'est en anglais malheureusement, mais beaucoup d'entre eux, dès 4 ans, dès pre-K. Pre-K, c'est 4 ans. Et l'idée, c'est vrai pour tout, c'est il faut exprimer verbalement, symboliquement, graphiquement, avec un graphique, avec un tableau, avec des images et avec des objets concrets de la vie. Ces représentations multiples donnent la vie à nos mathématiques. Cultiver une amitié avec les nombres, une flexibilité, une fluidité à l'égard des nombres. Après tout, on a les grands savants qui ont dit des choses comme les nombres gouvernent le monde. Le livre de l'univers a été écrit dans la langue mathématique. D'accord? Donc, les nombres. Alors, on va passer ça, on va dire que la bande numérique, créer une bande numérique avec des papiers, avec des feuilles, collez-les et les petits peuvent marcher dessus et ils peuvent compter. Regardez, progressivement, cette bande numérique, quand ils deviennent grands, ça devient une droite numérique parce qu'on va couper les nombres et tout à coup, c'est les petits points qui sont les nombres entiers et tout ce qui est entre les nombres, il y a les fractions et les décimaux. Donc au début, il n'y a que ça. Et après, ça développe et ça évolue. Et les recherches montrent que si nous savons utiliser la bande numérique depuis qu'on est petit, j'ai couvert les visages parce que c'est une image d'enfants avec qui j'ai travaillé à Zurich qui ont 5 ans ici. Et donc on additionne, on multiplie. Vous voyez que j'ai séparé, j'ai espacé les nombres dehors dans leur cours de façon à ce qu'ils imaginent que plus tard, il y aura des nombres entre. Donc, on additionne, on soustrait, on avance, on recule, on fait des groupes, on saute 2, 3 à la fois, on fait tous, on exploite. Voilà, l'addition, je fais 2 pas de plus. Soustraction, je vais dans l'autre sens. Je peux tout faire sur la bande numérique dès que je suis petit, parce que plus tard au collège, l'axe des X et l'axe des Y sont omniprésents dans les mathématiques du secondaire. Mais si je m'approprie cette bande numérique qui après deviendra la droite numérique, je me sens à l'aise. Je suis friendly, je suis amie avec cette bande numérique. Alors ça, c'est l'addition, la soustraction, on va passer par là. J'ai mis la table de multiplication parce que toujours quand je fais les trucs, une présentation avec les parents, on me demande et la table de multiplication. Donc, j'arrive à la fin. Et ça, c'est une table pour vous montrer que là aussi, ça a été étudié dans le livre La bosse des maths. Il y a un chapitre là-dessus qui s'appelle quelque chose comme Big Computation for Little Minds. C'est-à-dire, quand on pense, quand un enfant jeune doit penser que toutes ces 100 cases, il doit les connaître par cœur, c'est absolument absurde de mémoriser ça sans sens, without meaning. Donc ça, c'est pour vous montrer que Stanislas Dehaene a montré que ces nombres ici, qui se retrouvent aussi de ce côté, tout ce qui est avec 6, 7, 8 et 9, donc en rouge et en orange, sont les plus difficiles. Que même nous, adultes, lorsque nous faisons des tests dans les laboratoires, nous mettons des électrodes sur les cerveaux, quand un adulte est demandé 8 fois 7, 9 fois 4, 9 fois, 2 fois 8, on prend une fraction de seconde plus longtemps pour répondre parce que c'est difficile. Donc, on ne veut pas, tout le monde veut que les enfants sachent leur table de multiplication et leur table d'addition. Bien sûr que tout le monde le veut, mais le voyage, le procédé pour y arriver est peut-être pas le même. Pour moi, ce n'est pas mémoriser sans sens, c'est le mémoriser avec sens. Et je vous donne des exemples. Premièrement, vous les faites faire un tableau en papier et vous les faites dessiner en couleur tout ce qu'ils savent. Donc ça, c'est un exemple d'un élève de CM1 en Amérique qui m'a dit, Dr. Monica, tout ce côté, je l'enlève parce qu'il existe de ce côté. La multiplication est commutative. Donc, si j'ai ici 3 fois 2, 6, ici, j'aurai 2 fois 3, 6. Donc, je n'ai pas besoin, il suffit de connaître le triangle en bas à gauche, d'accord? Ensuite, lui, il connaissait les 1, les 2, il lui manquait 1, 2, 3, 4, 5. Et on travaille sur cela. Et donc, ça devient moins incroyable, moins difficile parce que je colorie peu à peu, progressivement dans l'année, les multiplications que je connais et il me reste. Donc, on va prendre un qui est difficile, mettons que, ah oui, ça c'est pour mettons 8 fois 6, je ne sais pas, c'est difficile parce que 8 fois 6, il a un 8, il a un 6, ça fait partie des... Donc, premièrement, donner du sens.
Voilà un exemple, une histoire, il y a 8 packs de 6 briques. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? D'accord? Ensuite, ça veut dire multiplier, faire des sauts 8 fois 6. Donc, 1 fois 6, 2 fois 6, et j'arrive à 48. Mais c'est aussi un quadrillage avec 8 rangées de 6. Et là, je vois la commutativité, que 6 fois 8, c'est 8 fois 6. Mais dans cette représentation, 6 fois 8 n'est pas la même chose que 8 fois 6. Donc, attention à ce qu'on dit. Alors que dans un quadrillage, oui. D'accord? Et donc, dernier point, mettons que je ne connaisse pas ça. Comment puis-je le trouver en connaissant 1 fois 6, 2 fois 6, 3 fois 6, 4 fois 6 ou 5 fois 6? Parce que tout jusqu'à 5, c'est plus facile. Eh bien, regardez, vous faites ça sur du papier colorié ou avec des petits cubes en couleur ou avec des petites dalles, des petits carreaux en couleur, ou les faites dessiner. Donc, moi, je sais que 2 fois 6, c'est 12, donc je multiplie par 4 et j'obtiens 48. Peut-être maman sait que 4 fois 6, c'est 24. Donc, je multiplie par 2 et j'obtiens 48. Et peut-être papa sait que 3 fois 8, 3 fois 6, c'est 18 et 5 fois 6, c'est 30 et je les additionne. Donc, voilà un travail intelligent qui décompose quelque chose que je ne connais pas, mais qui enseigne pas seulement la réponse. Oh, je sais que c'est 48. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'on utilise ici des propriétés d'addition et de multiplication qui sont algébriques, l'associativité et la distributivité. Donc, des derniers conseils concrets, imagés, abstraits. N'allez pas à l'abstraction tout de suite. Les fractions, faites plier, faites colorer, faites dessiner, ensuite progressivement vers le symbolique. Et ça, c'est Brunner qui a toujours dit que l'enfant doit être en action avant d'aller au symbolique. Et Piaget qui dit que l'enfant entre 7 et 11 ans est dans les périodes opératoires des opérations concrètes. Il doit peser, construire, colorier, mesurer. Voilà. Il doit faire toutes ces choses avec ses mains, ses yeux, son corps, en même temps qu'il développe l'abstraction. Les enfants, les connaissances se construisent dans le dialogue, donc faites verbaliser. Ne regardez pas seulement la réponse, c'est pas important. Dites, si je mettais le haut-parleur sur ta pensée, qu'est-ce que tu as pensé? Accéder à leur raisonnement, parce que c'est ça qui est puissant, pas la réponse. Inventer des histoires pour donner du sens. Qu'est-ce que c'est addition? Donnez-moi une histoire d'addition, une histoire de division. Et il y en a tellement. Donnez du sens aux formules. Le géoplan, vous pouvez l'acheter en ligne avec des picots à gauche pour le primaire, à droite pour le secondaire. Je vous donne un exemple. Tout le monde connaît que l'air, c'est la base fois hauteur multipliée par 2. Mais c'est une formule qui n'a pas de sens. Si je prends ce géoplan et je demande un triangle, je mets la hauteur et puis je mets le rectangle. Eh bien, la hauteur, c'est la largeur et la base, c'est la longueur. Donc, si je prends l'aire du triangle, il est la moitié de l'aire du rectangle. Et je comprends pourquoi base fois hauteur, qui est en fait le rectangle, 1/2, c'est le triangle. Donc, vous voyez, vous pouvez donner à travers le concret du sens aux formules. On va peut-être terminer avec encore une, Pythagore. A2 plus B2 égale C2, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez une production d'élèves que j'ai fait avec des enfants de 7th grade, 5e au Qatar. J'ai dessiné 3, 4 et 5, le triangle de Pythagore le plus simple qu'il y a, et ils ont mis des cubes pour représenter 3 au carré, 4 au carré et 5 au carré. C'était magique, ils ont compris pour la première fois que si j'ajoutais les 9 carrés aux 16 carrés, j'obtiendrai 25 carrés. Et ça donne du sens à la formule de Pythagore. Je vous laisse avec un dernier. Alors, je dois arriver, je vois qu'il est 57, donc je dois arriver à la fin. Donc, je vais arrêter. Peut-être un dernier problème que vous pouvez faire ce soir avec les enfants. Vous prenez une feuille de papier et c'est aire et périmètre. Il n'y a pas de formule, donc tout le monde peut jouer. Le périmètre, c'est ce qui vient autour et l'aire, c'est la partie rouge. Donc, vous leur dites, on va faire une coupe. Tu vas enlever la coupe, tu vas couper avec des ciseaux, tu vas mordre, tu vas déchirer.
n'importe quoi, tu coupes. Et bien sûr, il y aura moins de rouge. Donc, l'air a diminué. S'ils ne connaissent pas l'air, ce n'est pas grave. La quantité de peinture est partie. Il y en a moins. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut faire un périmètre plus grand, plus petit ou égal à la feuille d'origine? Ça, c'est difficile. Et voilà un exemple. Si je coupe comme ça, le périmètre qui serait la ficelle autour est plus courte, la ficelle autour est plus longue et la ficelle autour est égale. Voilà un exemple de problème qui fait réfléchir. Tout le monde peut jouer, on coupe, on n'a pas de formule, on réfléchit. Voilà, et ça, je vais laisser et je vais dire merci beaucoup. Ça, c'est mon Twitter, si vous voulez dire quelque chose en ligne. Et ça, vous pouvez me contacter si vous avez. Merci de votre attention. Je vois qu'il y a quelques minutes, mais je reste si vous avez des questions, autant que vous voulez. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monica. Chère Monica, c'était passionnant, riche, en plein d'exemples. Ce qui me vient à l'esprit, là, ce que vous avez dit, c'est le fait qu'il y a différents cheminements de pensée pour résoudre une situation, pour appréhender un exercice. On n'est pas tous pareils. Et je retiens aussi ce goût pour la recherche, ce goût de la recherche des problèmes. Hein. C'est ça qui m'a semblé aussi saillant dans votre propos. En tout cas, tous ces exemples donnent envie d'aller voir plus loin, d'en savoir plus. Alors, comme votre exposé était voilà, plein d'exemples, je pense que tout le monde est en train de va regarder ce que vous avez proposé. Moi, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Oui. Je me dis, en tant que parent, comment fait-on pour contrecarrer la peur de la lettre? Vous savez, du X qui arrive quand on est au collège, quand on passe à l'abstraction. Souvent, les élèves, les enfants disent, voilà, dès qu'il y a un X, oh là là, ça me fait peur. Est-ce que vous avez des idées pour aider les parents là-dessus, pour combattre cette crainte de la lettre? Oui. Alors, vous m'entendez ou pas? Oui. Alors, c'est magnifique comme question et je vais ajouter que, et puis je réponds tout de suite, que ça touche, vous mettez le doigt là où ça fait mal, comme dit souvent Charles Torossian. Il y a 3 obstacles dans la vie scolaire de l'enfant où les enfants commencent à ne plus aimer les maths. Un, c'est les fractions, parce que c'est là où on commence à faire des choses différemment et on n'explique pas visuellement. Ça, ce sera pour une autre présentation, mais ah oui, je vois que je suis dans le noir là. Je suis désolée. OK. Donc, les fractions, c'est très différent, mais en même temps, c'est pareil. Donc, on ne les explique pas bien. Le deuxième, c'est l'algèbre, parce que l'enfant, en effet, voit X, Y, il dit, c'est quoi le nombre X? Et on lui dit, c'est n'importe quel nombre. Donc, il ne comprend pas. Et s'ils survivent l'algèbre, c'est le calcul différentiel et intégral en terminale ou au lycée. Et donc, puisque l'algèbre et les fractions sont les obstacles où c'est le début de la fin de l'amour pour les maths de beaucoup d'enfants, j'ai dévoué mes premières années d'écriture à cela pour les parents. Donc, la réponse la plus riche que vous pouvez faire, c'est mes livres sur Planting the Seeds of Algebra est riche d'activités avec les tout petits qui commencent à 4 ans, 5 ans, 6 ans jusqu'au collège. Et il y a plein de choses qu'on fait dans la classe tout est décrit avec le langage, voilà, et qui donne des exemples parce que c'est ça, c'est de l'algèbre fait avec les petits, mais ce n'est pas l'algèbre du collège, mais c'est comment cultiver la pensée algébrique pour donner du sens à l'X, à l'Y et à la Z. Donc voilà, j'ai 2 livres pour parents et profs à ce sujet. Donc, oui, merci beaucoup. Justement, Monica, je relais quelques questions qui apparaissent de la part des parents et d'autres personnes de la communauté éducative. Une première question, où peut-on trouver un livre qui nous serve de fil conducteur dans ces jeux et histoires? Et en fait, une autre question qui est un corollaire, personne qui demande où est-ce qu'on peut trouver des livres qui parlent de l'histoire des mathématiques et qui viennent, si vous voulez, compléter votre présentation et dans la même oui. lignée de votre présentation. Merci. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je suis dans le noir là, alors je vais allumer 2 secondes parce que je ne vois plus, c'est devenu noir. Attendez, 2 minutes, j'arrive. Excusez-moi. Voilà.
Et est-ce qu'il y a un livre, je le cherche là. Bien sûr, tout ça, c'est des livres d'histoire de maths, tout ce qui est dans mon bureau. Est-ce qu'il y a un livre? Je connais plein. Il y a un qui s'appelle Le grand roman des mathématiques, je crois. Je vais vite chercher. Mais il n'y a pas un livre avec toutes ces choses. Il n'y a pas un, mais vous pouvez chercher Histoire des mathématiques et je crois que ça s'appelle Le grand roman des mathématiques et qui est très bien fait. Et c'est Michael Launay, Launey, voilà. Et moi, je suis en train d'écrire un livre qui sera prêt l'année prochaine sur comment enseigner les mathématiques au primaire et au collège pour qu'ils soient empuissantés à arriver dans les mathématiques supérieures. Mais les jeux, je peux par exemple donner une liste, si ça peut aider. Oui, oui, absolument. Des jeux en ligne, des jeux, par exemple, ce jeu Swish. Ce jeu, vous prenez le mot Swish et c'est un jeu que j'ai créé avec, c'est tout, il faut savoir Swish, c'est facile, S-W-I-S-H, c'est de Think Fun, c'est le seul jeu que j'ai aidé à créer pour eux, mais Think Fun, alors est-ce que vous voyez le mot Think Fun veut tout simplement dire penser et avoir, et enjoy, penser en même temps que réfléchir et s'amuser en même temps. Et ce jeu, par exemple, Swish, c'est ludique pour à partir de 3, 4, 5 ans, mais qu'est-ce que ça développe? Ça développe en géométrie les transformations isomorphiques, c'est-à-dire les rotations, les symétries et les translations, qui sont des concepts difficiles au collège et au lycée, mais qui peuvent, à travers des jeux, et d'ailleurs ce jeu de Swish a été choisi en 2011 quand on l'a créé avec 2 collègues d'Israël comme partie des 7 meilleurs jeux éducationnels de l'année. Ils n'ont pas gagné, mais c'est pas grave. Ils ont vraiment, c'est addictif. On ne peut pas le poser. Donc ça, c'est un jeu en géométrie. Et géométrie spatiale dans l'espace. Et l'enfant, à partir de 3 ans, peut jouer. Autre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, on est obligé, Monica, de s'arrêter là, malheureusement. Mais là, déjà, il y a eu quelques éléments de bibliographie. En fait, on voit que les parents sont absolument friands. Preneurs, oui. Voilà, ils auraient besoin de même de livres par âge, par tranche d'âge. Vraiment, ils sont friands de conseils. Il y avait une autre question, mais nous n'avons pas le temps d'évoquer le sujet, vous savez, des lycéens. Comment dédiaboliser les mathématiques chez les lycéens, conserver cette notion de plaisir que vous avez évoquée, de recherche. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre. Complément. Voilà. Je voulais simplement dire, avant de clôturer, que tout le monde recevra le replay de la conférence dans les 24 heures, que ce sera bien accessible. Remercie encore, évidemment, très chaleureusement Monica Nigoy pour cette conférence absolument passionnante. Et vous annoncez la prochaine conférence du cycle, donc le 14 décembre à 18h heure française. Et la conférence portera sur développer les compétences psychosociales au service de la réussite des élèves. Voilà. Et je peux aussi dire que les fichiers de CP, enfin les livres de la méthode de Singapour que j'ai dirigés et écrits pour CP, CE1, CE2, et puis ça continue avant et après, vraiment tout ce que j'ai dit est là-dedans. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de parents, la méthode de Singapour par la librairie des écoles, achètent pour s'amuser à la maison. Même si l'élève n'utilise pas l'école, beaucoup de parents me disent ils ne peuvent pas attendre de venir à la maison pour faire les mathématiques de Monica. Parce que, voilà, c'est visuel, c'est ludique, c'est très imagé et les pages sont zen. Voilà. Et donc, si jamais il ne comprend pas à l'école, il peut le comprendre à la maison parce que c'est concret, toutes les choses que je vous ai dites. D'accord ? Merci beaucoup, Monica. Bonne soirée à toutes et tous, où que vous soyez dans vos pays. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle conférence. Au revoir, Monica. À très bientôt et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Au revoir.